Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle saison de l'émission Le Dernier Mot. Le dernier mot car notre invité a toujours le dernier mot. Cette émission aura pour thème la décolonisation du Maroc et de nous poser la question si cette décolonisation a été faite de manière apaisée ou pas. Et pour parler de ce sujet éminemment sensible, je dirais, malgré le fait que la décolonisation fut dans notre région depuis les années 50, j'ai plaisir d'accueillir Monsieur Alain Ruscio, historien et spécialiste de la colonisation française. Monsieur Ruscio, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Je disais, Monsieur Ruscio, que vos travaux de recherche ont porté sur l'histoire coloniale française, notamment l'Indochine coloniale et la guerre d'Indochine 1945-1954. Vous avez également travaillé sur la guerre d'Algérie, n'est-ce pas? Et ces travaux ont à chaque fois été couronnés par des livres, des ouvrages, à partir, me semble-t-il, de 1980 jusqu'à votre dernier, il date de 2024, n'est-ce pas? Ça ne me rajeunit pas, mais oui, c'est le cas. Très bien. Et vous avez également contribué à la rédaction de plusieurs ouvrages et aussi vous avez écrit des articles dans des revues médias spécialisées, sans parler des colloques auxquels vous avez intervenu pour parler justement de ce sujet Bien sûr, de la colonisation. Très bien. J'ai une première question pour vous, Monsieur Ruscio, si vous le permettez. Le domaine de l'histoire contient plusieurs thèmes, moins douloureux, moins violents. Pourquoi cet intérêt, justement, pour l'histoire coloniale et pour la décolonisation? C'est une histoire très ancienne, puisque vous avez eu la gentillesse de rappeler la publication de mon premier livre. Donc, effectivement, ça fait très longtemps que je m'intéresse à cette question. Je m'y suis intéressé d'abord, je dirais, comme citoyen du monde. J'avais une vingtaine d'années au moment de la guerre américaine du Vietnam. Et à ce moment-là, comme beaucoup de gens dans le monde, non seulement je me suis élevé contre la politique américaine, comme c'était le cas de centaines de milliers de jeunes dans le monde, et en particulier aux États-Unis d'ailleurs, mais également interrogé. Je me suis également interrogé sur les causes de la résistance vietnamienne qui paraissait absolument inimaginable quand on voyait la machine de guerre américaine. Et donc, très progressivement, quand je suis devenu historien, donc j'ai eu la chance de rentrer à la Sorbonne en 1971, eh bien, tout simplement, tout naturellement, je me suis interrogé sur les causes de la résistance vietnamienne, n'étant pas anglophone, ou pas certainement pas suffisamment anglophone, donc je me suis intéressé d'abord à la guerre française qui avait précédé, et plus généralement à la colonisation française en Indochine, qui a duré un siècle. C'est un phénomène assez long. Et bien, tout naturellement, j'ai essayé de travailler sur les racines de cette résistance, sur l'antériorité par exemple, des pratiques du général Diap. Le général Diap n'a absolument pas inventé la guerre populaire. C'est une pratique qui était très, très ancienne dans l'histoire vietnamienne, y compris d'ailleurs contre le grand ennemi chinois qui a plusieurs fois envahi le Vietnam. Tout ça a fait donc ce premier pas. Et puis il est arrivé un moment, peut-être après une quinzaine d'années de travail proprement sur l'Indochine, où je me suis dit que je pouvais faire une sorte de diversification, de généralisation. Et donc j'ai travaillé sur l'histoire des autres territoires colonisés par la France, avec les statuts différents que vous connaissez, à savoir les colonies stricto sensu, mais également les protectorats, mais également les mandats, mais également les présences anciennes, ce qu'on appelait les îles à sucre, par exemple, la première colonisation basée sur l'esclavage. Donc, je ne suis pas un spécialiste de chacune de ces colonies, parce qu'il faudrait plusieurs vies. Certains collègues, plus que respectables, travaillent sur un seul sujet. Mais moi, j'ai voulu faire un petit peu cette histoire croisée, disons, et ça m'a amené d'ailleurs à m'intéresser à l'histoire du Maroc. Très bien. Et justement, dans la suite de ce que vous venez d'aborder, pour nos chers téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément l'histoire coloniale française, comment définiriez-vous l'Empire français? Est-ce qu'on peut le définir en quelques mots? Le définir, oui. Le décrire, en tout cas, oui. Eh bien, l'Empire colonial français était le second du monde en superficie et en nombre d'habitants. Il y avait à l'apogée de l'Empire, qu'on constitue habituellement à l'entre-deux-guerres, les années 30, au moment de la grande exposition coloniale de 1931, qui était l'apogée véritablement de la bonne conscience coloniale.
Dans l'entre-deux-guerres, il y avait à peu près 60 millions d'habitants qui connaissaient la domination du drapeau français sur à peu près 12 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire une vingtaine de fois la superficie de la France, par exemple. Ce n'était pas partout des territoires très habités, très occupés, mais c'était partout des territoires où régnait le gendarme français, le juge français, l'instituteur français, le docteur français. Donc il y avait un petit peu effectivement cette omniprésence de la France, et l'histoire coloniale a, je dirais, par ricochet, également affecté considérablement l'histoire de la France elle-même. L'histoire coloniale est devenue une partie intégrante de l'histoire française, et donc par la répercussion économique, par le fait que la France pouvait contrôler et dominer et exploiter cet empire colonial, mais également dans le domaine des mentalités. Le fait que plusieurs générations de Français ont été éduqués avec l'idée qu'il y avait une civilisation supérieure, qu'il y avait une mission civilisatrice de la France, que notre pays, pays des Lumières, pays des droits de l'homme, ces choses que l'on entend d'ailleurs souvent encore aujourd'hui, avait la mission d'élever des races inférieures. Je vous rappelle quand même que Jules Ferry, qui est une des gloires de la République française, a dit à la tribune de la Chambre des députés en juillet 1885 qu'il y avait des races inférieures et que le devoir des races supérieures était de les élever. Donc voilà, tout ça a profondément marqué, et plusieurs générations de Français ont appris cela avec la vénération du maréchal Bugeaud, par exemple, et la vénération de la prise de l'Asmala d'Abdelkader en Algérie. Enfin, toutes ces choses-là ont imprégné profondément l'inconscient français. L'inconscient français, tout à fait. Alors, en ce qui concerne la colonisation du Maroc, M. Rousseau, il y a deux faits de l'histoire qui ont un peu précipité sa colonisation. Vous avez la bataille d'Isly de 1884, n'est-ce pas, et la guerre de Tétouan contre l'Espagne en 1860. Il y a eu deux autres événements majeurs, la conférence de Madrid de 1880 et puis la conférence d'Algeciras de 1906. En 1880, le Maroc a signé un accord avec les pays européens pour cadrer leur présence au Maroc. Et dans la conférence d'Algeciras en 1906, c'était vraiment le début de la colonisation du Maroc. Je voudrais, si vous le voulez bien, que vous nous disiez le regard que vous portez sur cette phase du démarrage de la colonisation au Maroc. Je suis très heureux que vous ayez commencé par la bataille d'Isly, parce que je pense qu'effectivement c'est un élément fondateur. Alors, bien avant, bien sûr, l'instauration du protectorat. Vous l'avez dit, 1844, donc c'est 80 ans avant le protectorat. Mais je pense que la bataille d'Isly, d'abord, c'était une violation absolue de ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque le droit international, mais il reste quand même que celui qui était général, d'ailleurs il n'était pas encore maréchal Bugeaud, est entré profondément dans le territoire marocain et a donc conquis, a défait les armées du sultan Maroc d'une façon absolument radicale. La bataille a été une véritable boucherie. Mais simultanément, il y a eu le bombardement de Tanger et le bombardement d'Essaouira que les Européens appelaient Mogador la même année. C'était le fils du roi Louis-Philippe, c'était le duc de Joinville. Donc vous voyez, il y avait déjà cette volonté, si ce n'est à ce moment-là, je ne dirais pas qu'il y avait le projet colonial en 1844, mais il y avait le projet de soumettre le Maroc à sa loi. Et effectivement, le Maroc a été obligé d'accepter, alors que le sultan Abderrahmane avait précédemment soutenu l'émir Abdelkader, le sultan était obligé d'accepter de ne plus le soutenir et donc en quelque sorte de faire le jeu de la France à son corps défendant. Donc effectivement c'est un moment extrêmement important. Et puis il y a eu après effectivement les suites. C'est essentiellement la Troisième République qui a procédé à des conquêtes, et parmi ces conquêtes il y avait effectivement le Maroc qui a été d'ailleurs la dernière conquête coloniale de la France. Avant le Maroc, il y avait eu la Tunisie en 1881, toutes les autres conquêtes que vous connaissez, le Tonkin en 1885, mais le Maroc était quand même considéré comme une sorte de territoire qui était, je dirais, intrinsèquement attribué à la France. Parce qu'en effet, je me permets de vous interrompre, en 1906, le Maroc était le dernier bastion africain à ne pas être colonisé. Bien sûr, tout à fait. Ce statut particulier du Maroc explique justement l'acharnement qu'ont eu plusieurs puissances européennes à vouloir le conquérir, l'accaparer. C'est le cas de l'Angleterre,
Mais finalement, l'Angleterre, au moment de la signature de l'entente cordiale avec la France en 1904, a renoncé à cette partie. Il faut dire que son empire, donc sur le continent africain, était déjà immense. Mais c'est également le cas de l'Allemagne. L'Allemagne qui s'est réveillée très tard dans la course aux colonies et qui considérait qu'elle avait également sa part, excusez-moi l'expression, sa part du gâteau qui pouvait lui être attribuée. Donc il y a eu cette rivalité. La conférence d'Al-Jazeera, ça a été une sorte de conférence dans laquelle malheureusement les Marocains étaient conviés un petit peu comme des gens qui n'avaient finalement pas grand-chose à dire et qui n'avaient absolument pas voix au chapitre. C'était une sorte de partage des tâches du Maroc, mais pour aboutir je dirais, au contraire d'un statu quo. Chaque puissance est repartie avec sa volonté de conquérir le Maroc. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que la France a commencé une entreprise véritablement de tenaille autour des frontières du Maroc. Je pense à la prise d'Oujda par celui qui était encore à l'époque. Justement, je vais en parler. Allez-y. Oui, continuez. La prise d'Oujda par celui qui était encore le général Lyautey à l'époque et l'accaparement contre tout droit international aussi de la ville d'Oujda. Mais je pense également au bombardement de Casablanca en 1907. Donc il y avait une sorte de tenaille. Et parallèlement, l'Allemagne, qui était absolument mécontente de cette affaire, a tenté le coup de dé, en quelque sorte, d'Agadir en 1911. Donc finalement, la France a réussi à imposer son protectorat au grand mécontentement de Guillaume II. Très bien. Alors justement, on y vient. Le protectorat, l'instauration du protectorat français au Maroc, il a été effectué le 30 avril 1912. On ne peut pas parler du protectorat français sans parler du protectorat espagnol, parce que le Maroc a subi les deux protectorats. Celui de l'Espagne, le 27 novembre 1912. Et les deux protectorats sont survenus au lendemain de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'occupation de Oujda, le bombardement de Casablanca et l'occupation de la Chaouia. J'avais une question pour vous, Monsieur Rousseau, par rapport à ces actes-là, et dans l'un de vos ouvrages, la décolonisation tragique, me semble-t-il, hein, je vais le montrer à nos téléspectateurs, vous parlez de bonne conscience coloniale. Et je voulais vous demander est-ce qu'on peut parler de conscience lorsqu'il s'agit de colonisation? Qu'est-ce que vous voulez dire par bonne conscience? J'essaie de me mettre à l'intérieur de la logique qui a présidé aux conquêtes coloniales. Bien sûr, il y a deux interprétations possibles. Penser que les colonialistes ont toujours été des gens cyniques qui ne croyaient pas à ce qu'ils disaient. Ça a été le cas d'un certain nombre d'entre eux, mais je pense que ça peut paraître un paradoxe aux auditeurs aujourd'hui du début du XXIe siècle. Je pense que les colonisateurs, la grande majorité des colonisateurs ont cru à leur mission. Et ça surprend des fois d'ailleurs dans des débats des jeunes auditeurs qui ont une certaine estime, voire même une certaine admiration pour Victor Hugo, pour Lamartine par exemple, qui ont été des partisans de la colonisation. Victor Hugo qui disait que Dieu avait donné l'Afrique à la France et qui disait je ne crie que Hosanna, donc merci à l'armée française d'avoir conquis, en l'occurrence c'était l'Algérie. Et donc je pense que ce que j'ai appelé la bonne conscience coloniale, beaucoup de scientifiques et d'hommes politiques ont fourni ont écrit des livres absolument gigantesques sur la nécessité de la colonisation et sur les buts finaux de la colonisation. Je pense par exemple à Albert Sarraut, la mise en valeur des colonies françaises en 1923. Ce livre est véritablement une sorte de plan disant grâce à nous allons permettre à ces masses qui étaient dans les ténèbres de s'élever vers la lumière et de s'élever vers la vraie humanité. Je pense que la bonne conscience coloniale était le fruit de cette idéologie. Ajoutez à cela la volonté d'évangélisation. Il y a une sorte de parallèle tout à fait étonnant en histoire coloniale entre la bonne conscience laïque, démocratique, issue des Lumières,
donc qui est porté par ceux que je viens de citer, Victor Hugo entre autres, et puis la bonne conscience religieuse, la volonté de dire nous allons apporter les lumières de la vraie religion aux peuples qui sont dans les ténèbres. Il y a un livre célèbre d'un historien, je crois, qui s'appelait Paul Bernard, qui s'appelle Les siècles obscurs de l'islam. Les siècles obscurs de l'islam, un livre de 1926-1927. Et donc, il y a l'obscurité avant notre présence, et nous allons amener les lumières. Dans toutes regardez par exemple les publicités qui étaient offertes aux Français, les livres pour enfants. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelait à l'époque les illustrés pour enfants, dans lesquels le petit blanc était toujours le brave héros courageux qui aidait les pauvres petits noirs qui sinon seraient regardés Tintin au Congo, même si c'est la colonisation belge écrite par un grand auteur belge. Mais livre qui reste éminemment raciste. Mais Tintin au Congo, c'était une illustration absolument. Je cite souvent cela parce que c'est plus connu que des centaines d'autres que j'ai pu parcourir. Mais c'est Tintin qui arrive et qui, du coup, va vaincre les méchants noirs, les sorciers, les rois, et va se mettre au contraire au service des braves nègres. Excusez-moi l'expression, c'est le mot de l'époque. Et donc tout ça, plus les cours d'histoire à l'école, plus le cinéma, un film qui s'appelle Pépé le Moko, par exemple, avec Jean Gabin en 1937-38, je crois, montre un petit peu justement ces braves sauvages que sont à l'époque, ça se passe à Alger, donc que sont les Algériens. Donc tout ça. Donc on faisait en sorte à chaque fois à trouver les moyens pour redorer le blason de la colonisation, oui, et montrer que la colonisation est un bienfait, voilà, pour les autochtones finalement. C'est les bienfaits. Oui, voilà. C'est pas seulement pour le bien de la France, c'est pour le bien de cette sous-humanité. Très bien. Monsieur Ouzon, en parlant de réalité coloniale, les réactions populaires au Maroc, après le protectorat, elles ne se sont pas fait attendre. Elles ont été menées par les chefs de tribus, les notabilités, par les ulama, les gens de la jurisprudence islamique, certaines zawiyas, certaines confréries, et d'autres milieux plus avertis, les lettrés de la société civile. Et il y a eu de la résistance, on l'a dit, au niveau de la Chaouia. Il y a eu des combats engagés dans le Rif par Chérif Hamzienne dès 1911. La bataille de Sidi Bou Atman, je les cite parce qu'il faut leur rendre hommage à tous ces gens, à toutes ces tribus. De Sidi Bou Atman, de Chérif Hamd Hibab Al-Ainen en 1912, la victoire historique de Mohamed Zeyani en 1914, dans la bataille d'Al-Hri, la bataille d'Anwal sous la conduite de Mohamed Ben Al-Karim Tabi. Énorme défaite de l'Espagne. Les batailles qui ont survenu à partir de 1933, les batailles que le protectorat français a baptisées campagne de pacification, n'est-ce pas? Je vais citer la bataille de Bourafer, la bataille de Jbel Beddou dans le Tafilalt, et j'en oublie certainement la bataille des tribus Aït Abdallah entre Terounat et Tafraout en 1934. Il y a eu le soulèvement de Boufkran Amknas, les manifestations de Fès en 1938. Et ma question est la suivante. Après avoir cité tous ces combats, du point de vue du protectorat français, du regard de la résidence française au Maroc à l'époque, est-ce qu'elle s'attendait à une telle résistance? Est-ce que, pour elle, les choses allaient se passer aussi aisément, aussi facilement? Dans l'histoire, cette fois-ci je veux globaliser un petit peu, dans l'histoire de la colonisation, il n'y a jamais eu de pénétration pacifique. Ça n'a jamais existé. Évidemment, il y a eu des graduations dans les mouvements de résistance, mais d'une façon générale, aucun soldat colonisateur, c'est vrai pour les Français, pour les Britanniques, pour les Hollandais, pour les Espagnols plutôt, aucun soldat européen arrivant dans un but de conquête coloniale n'était accueilli avec des fleurs par les populations. Aucun colon arrivant sur les terres des Fellahs n'a été accueilli avec un grand sourire en disant merci, vous allez nous apprendre
à cultiver la terre. Donc la résistance était inscrite. Les résistances, les formes diverses de résistance, vous avez parlé de résistances au Maroc, mais toutes les colonies, la conquête de l'Indochine, que je connais assez bien, a commencé par le bombardement de la ville de Tourane, que les Français appelaient Danang, la ville de Danang, que les Français appelaient Tourane, en 1856. Elle s'est pratiquement, je parle de la conquête, elle s'est pratiquement arrêtée à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 50 années. 50 années, la conquête de l'Algérie, qui a commencé en 1830, s'est terminée pratiquement avec la défaite de la révolte kabyle des frères Mokrani en 1971, donc une quarantaine d'années. Donc dans tous les cas, il y a eu ces résistances populaires, ou ces résistances des élites, parce que contrairement à un schéma qui serait trop facile de l'extrême gauche, par exemple, un schéma disant les populations résistent et les élites collaborent, ce n'est pas vrai. Dans le cas de la colonisation, les élites, très souvent, ont résisté également, tout simplement par attachement à l'intérêt national, à l'intérêt patriotique. Et donc, il y a eu en permanence ces résistances. Alors, votre question, est-ce que les Français s'y attendaient ? Je dirais oui et non, mais c'est peut-être l'ampleur de la résistance qui les a surpris. Alors, évidemment, les premières conquêtes ont bénéficié, je pense par exemple à l'Afrique subsaharienne, ont bénéficié quand même d'un énorme avantage mécanique, technique et militaire. D'une puissance de feu. Une puissance de feu, tout simplement. On va pas caricaturer, je dirais pas que les Noirs d'Afrique n'avaient que des arcs et des flèches, il y avait également des fusils, il y avait des trafiquants qui leur vendaient d'une façon générale, quand même, les colonnes françaises pénétraient et détruisaient sur leur passage. Mais dans le cas du Maroc, eh bien sûr, comment ne pas citer la magnifique résistance d'Abdelkrim, dont on fête en ce moment le centenaire, même si la guerre du Rif a commencé bien avant. Vous avez parlé d'Anoual, qui a été une défaite, une des 4 ou 5 grandes défaites de l'histoire des populations, enfin des peuples dits blancs, face à des peuples dits basanés ou de couleur. Anoual, mais la résistance d'Abdelkrim, la seule chose qui a réussi à la vaincre, c'est l'alliance quand même de l'armée française et de l'armée espagnole. L'armée française dirigée par Pétain, l'armée espagnole dirigée par Franco. C'est deux des dictateurs les pires de l'histoire européenne du XXe siècle. Donc oui, il a fallu effectivement que les armées françaises et les armées européennes en général utilisent la plus grande violence, et ça s'est perpétué jusqu'aux guerres de décolonisation. Exact. Et malgré cette puissance de feu, n'est-ce pas, et cette résistance désorganisée, on va dire, elle a fini par donner naissance au nationalisme marocain qui était mené par plusieurs leaders politiques au début des années 1930. D'abord pour faire face au Dahrir berbère qui consistait à séparer les Arabes des Amazirs. C'était un moment très important. C'est un moment effectivement très très important. Et puis par la suite, il a pris de l'ampleur dans les centres urbains ouvriers de Casablanca, mais également dans les milieux lettrés religieux à Marrakech, à Casablanca, à Fès, et dans certains autres centres urbains. Et là, quand je lis les centres urbains ouvriers, est-ce que vous pensez, Monsieur Rousseau, qu'il y a eu que le communisme de l'époque, parce qu'à l'époque c'était d'actualité, il y avait encore dans les esprits la révolution bolchevique, etc. Est-ce que le communisme a participé quelque part à éveiller les consciences ouvrières? Je parle de cette résistance dans des centres urbains où il y a une masse ouvrière. Est-ce que le communisme a permis justement d'éveiller ces consciences anticoloniales? Alors, si on se place du point de vue des dominants, il y avait une explication très simple, c'est que toutes les révoltes étaient inspirées par le communisme. Aujourd'hui, évidemment, les historiens ont pris considérablement leur distance avec une interprétation aussi radicale et aussi schématique. Il y a eu effectivement une participation des communistes, je pense aux 3 pays du Maghreb,
Dans les trois cas, il y a eu des partis communistes qui avaient la particularité d'ailleurs d'intégrer dans leur rang aussi bien des gens d'origine européenne, parfois nés à la colonie, je pense à l'Algérie, mais également bien sûr des musulmans, mais également des juifs. C'était une sorte de terreau qui se voulait en même temps peut-être, je pense plus au Parti communiste algérien qui a eu une ampleur plus importante que le Parti communiste marocain, me semble-t-il, qui envisageait peut-être de faire une sorte de contre-société qui était la société idéale à laquelle ils aspiraient. C'est-à-dire de dire une sorte de cohabitation harmonieuse entre les différentes catégories de population. Ça s'est révélé un schéma irréaliste. Et donc, il y a quelque chose qui s'est dressé contre toutes les bonnes volontés, c'est tout simplement le mur de la situation coloniale. Et se sont heurtés à la réalité de la situation coloniale, à savoir le fait qu'il y avait une population dominante et une population dominée. Et que la meilleure volonté du monde ne pouvait pas transgresser, ne pouvait pas détruire, ne pouvait pas franchir ce mur. Donc, effectivement, il y a eu cette influence, je dirais cette volonté. À l'échelle de l'histoire, elle me semble avoir été considérablement revue. Il faut la revoir considérablement. Je cite par exemple, je crois que c'était je me souviens plus de son prénom, mais Monsieur Julie, qui était secrétaire général de l'Élysée au moment de la décolonisation, au moment de la déposition du sultan, je pense qu'on va y venir tout à l'heure, qui critiquait le général Guillaume de triste mémoire, le successeur de Juin, et qui disait que Guillaume voyait des communistes partout. Il voyait des communistes partout, et l'Istiklal était communiste, les libéraux français, le magnifique mouvement animé par Guy Delanoë qui s'appelait La Conscience française, dont d'ailleurs j'ai amené un livre pour le montrer à la caméra. Guy Delanoë, qui était un homme de bonne volonté, qui était plutôt un homme de la Ligue des droits de l'homme pour aller vite, mais qui était un homme qui vraiment a été très courageux, eh bien, il était considéré comme communiste. Non, il n'avait pas besoin d'être communiste pour constater qu'il y avait des injustices et qu'il y avait des inégalités. Parce que, je vous interromps, Monsieur Rousseau, dans les rapports ce qu'on appelait à l'époque les bureaux, qui étaient des bureaux d'enseignement dans les protectorats, etc., dans le rapport qu'on peut consulter dans les centres d'archives en France, à Vincennes et ailleurs, on qualifie souvent justement les nationalistes marocains de communistes, de proches de communistes, etc. Et justement, cette organisation du mouvement national au Maroc a poussé le protectorat français à effectuer de manière très abusive plusieurs arrestations, déportations de leaders marocains. Je pense à tous les leaders de cette époque-là, Al Fassil, Ouazzani, Torres, enfin bref, j'en oublie certainement, ce qui a mené à des tensions entre le sultan, Mohamed bin Youssef, qui allait devenir Mohamed V par la suite, et la résidence générale du protectorat français. Avant, il y a eu le manifeste de l'indépendance dont on vient fêter l'anniversaire il n'y a pas très longtemps, le 11 janvier 1944, signé par plusieurs leaders politiques. Et ce manifeste qui a été présenté a été élaboré en concertation avec le sultan. Avant 1943, il y a eu la conférence d'Anfa. Tout cela a fait qu'il y a eu de grandes tensions entre le sultan et le protectorat, ce qui a mené à son exil bien connu et dramatique, lui et sa famille, pendant 2 ans. Et c'est ce qui a permis par la suite à l'avènement de ce qu'on appelle au Maroc la révolution du roi et du peuple, et qu'on célèbre chaque année. Et ma question est la suivante par rapport à tout cela, M. Rousseau. Pensez-vous que la résidence générale du protectorat français s'attendait-elle à cette fusion, à cette révolution du roi et du peuple, justement pour, je crois que vous l'avez appelé également, le nationalisme dynastique. Cette fusion de militantisme anticolonial, est-ce que
la France s'attendait à cela? Moi, je dirais que le grand bonheur des mouvements de libération nationale, et c'est le cas au Maroc, c'était finalement l'aveuglement des dominants. Parce que je crois que le simple fait de ne pas avoir compris qu'il y avait ce bouillonnement dont finalement les évolutions du sultan, qui n'avaient pas été hostiles à la colonie, enfin au protectorat avant la Seconde Guerre mondiale, qui malheureusement avait les mains liées. L'attitude de Sidi Mohamed Ben Youssef a été une sorte de reflet de ce bouillonnement qui commençait à naître et auquel les dominants français n'ont pas compris grand-chose. Vous avez parlé de la conférence d'Anfa, c'est vrai, et je dirais en parallèle inversé à l'influence communiste, il y a l'influence américaine, dont il faut parler. Le rôle de Roosevelt, on sait que dans les mémoires... Excusez-moi, il y a eu aussi la visite de Tanger en 1947. Oui, j'y venais, oui, bien sûr. Oui. Qui était une ville internationale, qui ne dépendait ni de la France ni de l'Espagne. Bien sûr, ce qui a permis d'ailleurs... Le discours de Tanger était un véritable coup de tonnerre dans le ciel auparavant, soi-disant serein. Parce que le sultan s'adressait au monde entier. Il s'adressait au monde entier. Ouais. Il a parlé de l'araméité du Maroc. Il a pas prononcé, sauf erreur de ma part, j'ai pas relu le texte depuis quelque temps, mais je crois qu'à aucun moment il ne parle de la France dans le discours de Tanger. Quand vous parlez le Maroc, à ce moment-là, la stratégie était de remplacer les écoles de notables qu'a créé le protectorat par les écoles coraniques. Donc c'était de cette manière-là qu'il fallait contrer justement ce que faisait le protectorat à cette Absolument. époque. Je vous en prie. Et donc, l'aveuglement des dominants, regardez par exemple, je crois que le résident général au lendemain de la Seconde Guerre mondiale s'appelait Voisard, j'ai oublié son prénom, qui était considéré comme un libéral. Et à partir du moment où il y a eu un petit peu trop, justement au moment du discours de Tanger, le gouvernement français, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce sont les gouvernants qui sont les principaux responsables de la tragédie de la décolonisation tragique, c'est le titre de mon livre, ce sont les gouvernants. En tout cas, les gouvernants ont immédiatement remplacé Voisard par Juin. Juin qui était l'homme véritablement de la répression coloniale à bonne conscience totale. Il n'arrêtait pas il était natif d'Oran. Donc c'était un pied noir solidement ancré dans la terre du Maghreb et solidement ancré dans ses certitudes. Parmi ces certitudes, il disait qu'il fallait que le Maroc ne soit plus un État lié au monde arabe, mais lié au monde occidental. Il fallait transformer le Maroc comme un pays occidental. Et puis ensuite, lorsque Juin a voulu faire une carrière plus importante et revenir en France, c'est lui-même qui a désigné son successeur, le général Guillaume de triste mémoire, qui était un Bénet, excusez-moi, un homme Bénet. Il a employé des formules absolument qu'on connaît aujourd'hui dans les archives ou dans les témoignages. Il a dit qu'il voulait, excusez-moi l'expression, faire bouffer du foin au sultan. Il a employé cette expression, faire bouffer du foin. Vous voyez le mépris que ça peut signifier. Et donc, tous ces gens-là pensaient que la politique ce qu'on appelait au XIXe siècle la politique de la canonnière, la politique de la répression pure et dure, serait suffisante pour faire taire ces voix discordantes, parce que il continuait à penser que la majorité de la population était contente du protectorat, était contente du quotidien. Et donc pourquoi continuer à écouter ces gens révoltés? Il suffit de les mettre en prison, de les mettre en exil. Les conditions de l'exil de celui qui était encore sultan, c'est une révolte absolue, c'est une inhumanité, un mépris pour un homme qui représentait son peuple, quoi qu'il en soit. Et donc le fait de l'avoir réveillé au lendemain de au moment où sortir de sa sieste et de l'avoir expédié immédiatement en Corse et ensuite à Madagascar, il pensait vraiment qu'il réussirait à tuer le mouvement national uniquement en décapitant le. Et vous savez, c'est le même
le même raisonnement qui a présidé à la répression du Constantinois en mai 1945 en Algérie. Le général Duval, au lendemain des massacres du Constantinois, qui lui était un homme lucide, a dit à ses compatriotes, je vous ai offert la paix pour 10 ans. 10 ans, c'est rien en histoire. 10 ans, 45, 54, c'est le début de la guerre d'Algérie. Eh bien, c'était la même chose pour le Maroc. Pendant la guerre d'Indochine, tous les dirigeants français, enfin les gens du gouvernement en tout cas, disaient il suffirait d'attraper Ho Chi Minh pour que la résistance vietnamienne s'arrête. Ça nous paraît aujourd'hui complètement stupide, excusez-moi, mais c'est une stupidité qui était intériorisée. Je reviens à ce que j'appelais tout à l'heure la bonne conscience. Ces gens-là pensaient que les peuples colonisés devaient dire merci aux bons Français qui leur apportaient les Lumières. Monsieur Risso, on arrive au terme de cette émission. Déjà, le temps passe vite. Exact. Et puis, il est d'usage à ce que notre invité fasse un dernier mot, d'où le nom éponyme de l'émission. Monsieur Risso, vous avez la caméra en face de vous. Quel sera vos derniers mots? Écoutez, j'ai été suffisamment critique dans la dénonciation du colonialisme français. J'assume ce regard critique que je partage avec d'ailleurs beaucoup de mes collègues, mais je ne veux pas vous quitter sans dire qu'il y a eu beaucoup toujours minoritaires, mais beaucoup de Français lucides qui ont dénoncé les turpitudes coloniales et les exactions coloniales. Et ça, je crois que, vous savez, Jaurès disait avant, sa lutte contre la conquête du Maroc a été absolument passionnante. Il faut relire ses articles de l'époque. Jaurès a vraiment été un visionnaire dans ce domaine. Mais il disait toujours, il faut qu'un jour les Marocains, et je reprends presque mot à mot ces formules, il faut qu'un jour les Marocains sachent qu'il y a eu des Français qui ont sauvé l'honneur de la France, qui n'ont pas accepté les violences. Il disait ça au moment du bombardement de Casablanca de 1907 dont je vous parlais. Et dans la filiation de Jaurès, il y a eu toujours des hommes politiques, des intellectuels. Je pense par exemple à Robert Barra, qui a écrit en 1953, l'année même de la déposition du sultan, Justice pour le Maroc, préface de François Mauriac. Et les gens qui ont créé le comité Maghreb pour la défense de la liberté du sultan et d'une façon plus générale pour l'indépendance du Maroc, ou les Français du Maroc regroupés autour de Guy Delanoë dans Conscience française, nous permettent aujourd'hui de dire, eh bien oui, il y a eu deux France. Il y a eu la France raciste, la France qui a théorisé l'inégalité des races, et il y a eu la France humaniste, la France qui a en permanence, pas seulement dans le domaine colonial, mais puisqu'on parle aujourd'hui de cela, cette France-là qui aujourd'hui, dont j'essaie très très modestement d'être un des nombreux héritiers aujourd'hui, eh bien, je pense que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des relations saines, humaines et, je dirais, très amicales avec les peuples naguère colonisés, et en particulier avec le peuple marocain qui m'accueille toujours si chaleureusement. Monsieur Alain Reussiaux, historien spécialiste de la colonisation française, je vous remercie vivement d'avoir passé tout ce temps-là avec nous pour nous illuminer sur la décolonisation et sur l'histoire coloniale. Madame, Monsieur, je vous remercie pour votre écoute et votre présence parmi nous, et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.